Merci aussi à Chantal Maré, à la librairie La Folie en Tête de nous accueillir aujourd'hui. Et merci à nos deux invités d'être là aujourd'hui. Laurențiu Malom-Falean, qui est donc écrivain et traducteur roumain, et Maëlys de Kerangal, qu'on ne présente plus, voilà, qui a publié de nombreux romans, dont beaucoup ont été traduits dans de nombreuses langues. Voilà, donc Laurențiu, vous avez déjà traduit une dizaine de livres, donc du français vers le roumain, dans des domaines assez variés comme l'histoire, la géographie, même l'astronomie, et la littérature bien sûr. Parmi les auteurs français que vous avez déjà traduits figurent entre autres Éric Emmanuel Schmitt, Yannick Hanel, Philippe Besson ou encore Georges Perec. Bien sûr. Vous êtes accueilli en résidence de traduction portée par l'agence Alca Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux depuis le début du mois de novembre. Je précise juste que c'est une résidence qui est d'une durée de 2 mois et pour laquelle vous avez aussi une bourse de traduction. Et donc durant cette résidence, vous travaillez sur la traduction de l'un des derniers romans de Maëlys de Kerangal, Un monde à portée de main, qui est paru donc aux éditions Verticales en 2018. C'est votre 6e roman paru chez ce même éditeur, Maëlys. Quasiment tout, moi ce que j'écris paraît là. Après, il y a parfois des commandes, des textes qui sont un peu des pas de côté que je peux publier ailleurs, qui correspondent en fait à des demandes ou à des projets particuliers. Mais sinon, depuis... Les romans, c'est chez Vertical. Les romans, mais aussi les textes plus courts, parce que celui-là, ou Tangente vers l'Est, ou Ni fleur ni couronne, qui sont des textes de nouvelles, c'est aussi chez Vertical. J'ai une longue histoire avec eux là. D'accord. Parmi entre autres, les romans que vous avez écrits, il y avait Naissance d'un pont, qui a eu le prix Médicis en 2010, qui nous plongeait un peu dans l'univers de l'ingénierie, de la construction des ponts. Puis il y a eu Réparer les vivants en 2014, qui a été couronné de nombreux prix, où là on pénétrait les coulisses de la médecine et les secrets un peu la transplantation cardiaque. Dans ce dernier roman, Un monde à portée de main, vous vous êtes intéressé à l'univers des peintres copistes, à l'art du trompe-l'œil, du facsimilé. Je vais juste résumer très rapidement le livre pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Donc, dans ce roman, on suit le parcours de Paula Karst, qui est une jeune étudiante parisienne qui part faire l'école des beaux-arts à Bruxelles, où elle se spécialise dans les décors en trompe-l'œil, la peinture des décors en trompe-l'œil. Durant cette formation, elle rencontre 2 condisciples, Jonas et Kate, avec lesquels elle se lie d'une amitié assez forte et durable. Voilà, cette première formation dure 6 mois et on la suit ensuite durant 7 années, pendant lesquelles elle enchaîne divers chantiers, à la fois en France, en Italie, où elle fait un passage par les studios Cinecittà, un passage à Moscou aussi, pour travailler sur les décors d'Anna Karénine, et pour terminer par le facsimilé ultime, comme le décrit Jonas dans le livre, qui est la reproduction intégrale de la grotte de Lascaux. Donc c'est un roman à la fois de formation, d'apprentissage, un roman d'initiation aussi, avec une sortie comme ça de l'adolescence vers l'âge adulte, et enfin un roman d'amour. Et tout ça dans une écriture toujours aussi riche, méticuleuse, et avec ce souffle incroyable qui la caractérise. Alors je pense que c'est pas si fréquent que ça qu'un auteur ait l'occasion de rencontrer son traducteur, ou inversement, même si je sais que l'occasion s'est déjà présentée pour vous deux, puisque vous êtes rencontrés pas plus tard que cette année, je crois, lors d'un séminaire sur la traduction de vos romans, Maëlys. En tout cas, je trouve que c'est une belle opportunité pour parler des questions que soulève toute traduction littéraire. Alors, j'aurais une première question, Laurențiu. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire ce roman. Donc, je précise que c'est le 2e livre de Maëlys que vous traduisez après Réparer les vivants. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette écriture ? Bonjour,
je me réjouis beaucoup d'être ici, de rencontrer Maëlys de nouveau, d'être ici parmi vous. Et je voudrais commencer et remercier à l'agence, à Alka, pour cette résidence à Bordeaux. Pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en tant que traducteur, et pas seulement en tant que traducteur. En ce qui concerne un monde à portée de main, c'était au début une commande. La maison d'édition pour laquelle je travaille a décidé de faire traduire, de faire paraître un roman en même temps, c'était le projet initial, de publier en même temps Réparer les vivants et Un monde à portée de main. Et ils m'ont confié la traduction, les 2 projets de traduction. J'ai fini Réparer les vivants et maintenant je suis immergé, vraiment immergé dans la traduction d'Un monde à portée de main. Et j'adore le roman et je suis arrivé même à une sorte d'identification entre moi et la protagoniste du livre. Donc je suis tellement immergé dans l'écriture que j'arrive à être une être similaire avec Paula Karst, qui est la protagoniste du livre. Parce que en traduisant, j'arrive à faire beaucoup des analogies entre le parcours, le trajet de Paula Karst, et entre la thématique du livre, le trompe-l'œil, la peinture en décor, la reproduction en fait, et la peinture en tant qu'illusion. Donc j'arrive à faire beaucoup d'analogies entre ce travail et mon propre travail. Parce que nous les traducteurs, nous sommes des peintres avec des mots. Et par exemple, Maëlys de Kerangal, dans cet ouvrage, elle pratique déjà une écriture qui nous trompe l'œil. Elle écrit sur le trompe-l'œil. Et moi, en tant que traducteur, je dois transposer ce travail et essayer de faire une trompe-l'œil dans ma propre langue. Donc c'est un travail très riche parce que c'est déjà un travail sur la reproduction, sur l'imitation, et c'est presque un roman sur la traduction. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on sera amené à en reparler de ça. C'était effectivement une question sur l'analogie entre et aussi avec le métier d'écrivain. On y reviendra. Et puis juste pour introduire aussi ce qui vous donne envie d'aller vers tel ou tel sujet, de la même manière. Donc vous, Maëlys, qu'est-ce qui vous donne envie de travailler sur ces sujets qui sont à chaque fois des mondes très, très spécifiques, très singuliers? Est-ce qu'il y a un lien, comme Paula dans le livre, qui choisit de travailler sur la reproduction d'une carapace de tortue, parce que ça évoque aussi pour elle un souvenir de l'enfance? Ouais. Est-ce que pour vous, quand vous décidez de travailler sur un sujet particulier, il y a aussi un lien avec quelque chose de personnel, ou pas du tout? Est-ce que c'est juste l'envie d'aller découvrir un monde qui vous est complètement étranger au départ? Moi, je crois que les livres, ils sont sourcés par quelque chose de très intime, et en fait, ils ne sont pas séparés de leur auteur, surtout dans leur élan initial. Je pense que l'auteur est dans son livre dès le départ, en fait. Il se trouve que moi, ce dont je me suis rendu compte, surtout après la parution d'Un monde à portée de main, parce que j'ai eu justement à vivre ces moments où on doit tenir une parole quand même sur son livre, et donc ça permet de placer devant son travail et d'avoir un rapport peut-être plus spéculatif, qui n'est pas du tout quelque chose que l'on a forcément dans le temps de l'écriture. On se dit, mais alors qu'est-ce que c'est quand même toute cette histoire? Et c'est vrai que j'ai remarqué que les livres que vous avez cités, notamment ces 3 romans,
donc Naissance d'un pont, qui sont mes 3 derniers romans, mais on peut même peut-être rajouter Cornish Kennedy, mais en tout cas ces 3-là, donc Naissance d'un pont, Réparer les vivants et À mon à portée de main, sont des romans qui forment une espèce de, à chaque fois, qui dégagent une espèce de boucle. Je les ai longtemps pensés en trajectoire, mais en fait, je pense que ils partent quand même d'une interrogation, d'une inquiétude ou d'un élan très intime. Pour Naissance d'un pont, c'était la question politique, comment raccorder des espaces complètement hétérogènes, une ville en mutation et une forêt sans histoire, une forêt qui avait échappé un peu à l'histoire. C'est quoi un pont, en gros, avec tout ce que ça engage comme relation dialectique entre deux entités, deux mondes, des pratiques. Après, c'est vrai que le Réparer les vivants, c'était beaucoup plus métaphysique, au sens où moi, je venais de vivre aussi la mort de quelqu'un de très important pour moi, et c'est vrai que ça a fait que, c'est quoi vivre et mourir, et ces questions-là, et puis là, clairement, et ça je l'ai compris dans le temps du livre, c'est quoi écrire en fait, c'est quoi la fiction, qu'est-ce que c'est que la fiction en fait, pourquoi est-ce qu'on fictionne le monde, etc. Et c'est par exemple, c'est des questions qui sont en fait auxquelles j'essaie de trouver, que j'essaie de formuler, c'est pas forcément de trouver des réponses, mais que je formule dans un roman, et qui en fait à chaque fois m'amène à aller me situer dans des domaines sur lesquels moi je n'ai pas du tout de prise au départ. Et c'est-à-dire que vraiment la construction, la chirurgie cardiaque, le trompe-l'œil, peut-être c'est celui-là qui est le plus éloigné d'ailleurs de ma vie, de ma vie biographique. En fait, j'ai pas de prise un peu sur ces mondes dans ma vie. Et c'est vrai que l'idée de me placer dans des mondes qui soient des mondes professionnels, techniques, sociaux, culturels, philosophiques, des mondes extrêmement où il y a une altérité, et partir du plus loin, quasiment du plus loin possible, d'un point hors de ma vie, en fait. Pour moi, ça serait... et finalement, c'est comme si... c'est un peu une conception odysséenne du roman. C'est-à-dire que l'idée, c'est de revenir à moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, évidemment, ça vient éclairer cette espèce de question de départ, mais moi, j'en passe quand même par tout ça. Et c'est vrai que il y a une dimension initiatique très forte à chaque fois, puisque c'est très lié à une expérience qui a lieu dans le langage, et que ces espèces de mouvements très éloignés vont quand même toujours me permettre de me confronter à des lexiques, à des langages, à des taxonomies, qui sont pas dans ma vie, et souvent que je ne connais pas. Donc c'est aussi un rapport assez fort aux formes de dictionnaire, à des formes de documentation, et évidemment à des formes de traduction. Et c'est vrai que je crois que ça fonctionne comme ça. C'est assez instable ce que je raconte, parce qu'il y a peut-être un an, je disais, moi, c'est des romans, c'est des trajectoires, on transplante un cœur, on construit... Mais en fait, non, je crois que chacun déboucle un espèce de voyage. Il y a des effets retours, en tout cas, pour moi, dans ce livre-là, très clairement, c'est un roman où il y a beaucoup plus de choses liées à ma vie, où ma vie est visible pour les gens qui me connaissent, alors qu'elle est peu dans les autres livres, à part, par exemple, le fait que ce soit Le Havre, etc. Mais là, il y a des souvenirs personnels, il y a aussi des personnes qui peuvent être entrevues. C'est quelque chose qui me semblait quand même très transgressif. Enfin, pour moi, c'était compliqué, ce geste-là. Et voilà, et donc il y a quand même ce mouvement-là, je pense, et du coup, quand même le désir de commencer très pauvre, dans une forme d'ignorance, dans une forme de dénuement, dans l'obscurité, tout ça, ça active énormément le désir d'écrire, en fait. Et justement, alors, le fait d'entrer comme ça dans un monde qui quand même vous est assez inconnu au départ, j'imagine que ça demande un gros travail de documentation, de recherche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail préparatoire ? Est-ce que vous allez par exemple sur les lieux dont vous parlez ? Est-ce que vous rencontrez des professionnels, des métiers dont vous parlez ? Oui, alors en fait, la chose que quand même je voudrais dire, c'est que c'est pas un travail qui est préparatoire pour moi. C'est-à-dire que il n'y a rien de préparé à l'avance. En fait, c'est
Ce qui est d'ailleurs la joie de cette méthode, hein, pour l'instant, voilà, c'est que à partir du moment où je détermine à peu près ce lieu, par exemple, la peinture en décor, les gens qui font des faux marbres, des faux bois, et qui pourraient reproduire Lascaux. Parce que quand même, l'idée de Lascaux, je l'ai en commençant le texte, et même c'était pour moi plutôt un livre sur la préhistoire au début, donc partir du plus loin, d'avant l'écriture, etc. Je voulais écrire vraiment sur la préhistoire. Et en fait, ce livre sur la préhistoire, il est à venir. Elle est là, mais elle n'est pas... Voilà, je l'ai pas, c'est pas ce que j'ai fait. En fait, le livre, il a un peu dérivé. Mais c'est vrai que il y a quand même un rapport assez fort à l'enquête, à la documentation, mais qui se déclenche une fois que le livre est démarré. En fait, c'est le livre qui me conduit vers la documentation. C'est le livre qui invente son propre matériau documentaire. C'est la fiction qui invente son propre matériau. C'est une vague. Alors, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi une vague ? Et alors, comment ça marche ? Il y a un accident. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, ah oui, mais évidemment, il y a cette histoire de mort cérébrale. C'est quoi la mort cérébrale ? C'est-à-dire que tout se fait dans le temps de l'écriture, et c'est ce qui me permet, je pense, d'avoir justement ces apports hétérogènes, langagiers, documentaires, ils viennent se tisser de manière complètement organique dans la langue. C'est-à-dire que c'est pas du tout j'ai un dossier de do, il faut pas que j'oublie de parler de ça, ça il faut, tiens là aujourd'hui je vais parler de ça et je vais en faire le... C'est-à-dire que la documentation, elle ne m'intéresse pas pour elle-même dans le cadre de mon livre. Elle m'intéresse que dans la mesure où elle peut être un espèce de carburant pour ce que j'appelle le travail d'imagination, c'est-à-dire la mise en rapport des choses. Après, elle peut m'intéresser dans ma vie, mais vous voyez, ça peut m'intéresser dans ma vie d'aller voir cette école. Mais pour mon texte, ça ne m'intéresserait que dans la mesure où je peux que ça peut aller muter dans une fiction et activer des scènes, faire revenir des souvenirs. C'est vraiment la mise en rapport des choses. C'est l'imagination, non pas comme création de sa fantaisie, mais comme création, les analogies, les échos, installer la résonance. Et en fait, c'est pour ça que ce livre-là, je l'ai écrit totalement dans cette espèce de geste-là, et pour ça qu'on retrouve des choses, des baleines sur les bras, on a devant le poisson à la fin. Et le livre, il est fait de tous ces petits espèces de ricochets comme ça, ça se renvoie. Tandis que j'ai fait comme ça à partir vraiment de Réparer les vivants, parce que je trouvais que dans Naissance d'un pont, justement, avant de commencer, j'avais beaucoup accumulé de docs. Et je trouvais que la fiction n'était pas libre. Et pour moi, l'écriture ne peut pas être dominée par quelque chose qui lui est extérieur, qui se situe en dehors d'elle, un point qui la soumet et qui se situerait en dehors d'elle. N'oublie pas de parler de ça. C'est pas ça l'histoire. Voilà. Et de fait, un truc important, c'est quand même d'aller sur les lieux, c'est vrai. Et j'ai été par exemple sur tous les lieux d'un monde à portée de main, y compris le studio de Moscou. Alors j'étais sur place, mais je me suis dit, bon, là il faut absolument que tu arrives à aller voir ça. Les facsimilés de Chauvet et de Lascaux, évidemment de Cinecittà, etc. Il y a un endroit où je ne suis pas allée, c'est dans cette carrière. Il y a un moment, il y a une scène qui se passe dans une carrière de pierre. Mais sinon, je rencontre, ça fait partie de cette espèce de voyage, de rencontrer des sortes de fixeurs, justement, qui sont comme des traducteurs, qui vont, eux, me donner, me transmettre un certain langage, qui est le langage qui est parlé que dans... Enfin, vous voyez, le vocabulaire, peut-être parfois certaines sources livresques. Et vous, Laurențiu, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez aussi ce travail important de documentation à faire pour un peu maîtriser le sujet avant de commencer à le traduire ? Oui, je dois refaire tout ça. Simplement. Je dois refaire les recherches documentaires, mais de même au fur et à mesure que je travaille. Donc pas avant, même si j'ai fait une prélecture du texte. Mais en traduisant, je fais des recherches spécifiques. Un peu comme Maïs, de ce que vous expliquez, c'est ça vient au fur et à mesure. J'ai fait aussi des voyages. Par exemple, je suis passé devant l'Institut de peinture à Bruxelles
Et nous allons lire un petit extrait qui présente cette rue du Métal, à Bruxelles, et numéro 30. En réalité, c'est numéro 30. Dans la fiction, c'est 30 bis. Bah, oui, j'ai rajouté bis parce que voilà, déjà, j'ai joué sur l'adresse. Ça, on en avait parlé. Parce que c'est vrai que cet institut de peinture donc, qui existe, il est 30 rue du Métal. Mais alors, pour le coup, voyez, c'est un lieu que moi, je ressaisis totalement et qui se décale, en fait. Et du coup, ce qu'il fallait expliquer après sur cette histoire de bis, mais je dis, bah, oui, le bis, c'est pour la fiction, c'est pour le roman. C'est au 30 bis. On bis, Oui, c'est voilà. 2 fois. Oui, la semaine prochaine, je vais faire avec l'équipe d'Alca un voyage à Lascaux. Ah, génial. Je vais visiter le même endroit qui sont décrits dans le livre. Le grand défi, c'est le travail documentaire en ce qui concerne les termes, le vocabulaire spécialisé. Par exemple, je dois me rendre en contact avec des peintres roumains pour trouver des noms des couleurs et des noms des pinceaux. Est-ce qu'il y a autant d'équivalence, de richesse de vocabulaire spécifique parfois, je dois inventer des mots. C'est plutôt le cas des noms des couleurs, des anciens noms des couleurs. Par exemple, il y a, je cite seulement un exemple, il y a cuisse de nymphe émue. Cuisse de nymphe émue, ouais. C'est le nom d'une couleur. Ça serait une espèce de rose un peu ému, je sais pas, un peu rouge. Je dois inventer ça. Et alors? Je suis toujours dans les recherches. On ne le saura pas. Voilà. Et aussi en ce qui concerne les noms des pinceaux, et si je me rappelle bien, à Arles, lors de notre première rencontre, Malice nous a confié, tu nous as dit qu'il y a des noms de pinceaux que tu as inventés même. Bon, j'ai bien noté ça. Et je dois réinventer ça en langue romaine. Voilà. Donc c'est un travail de documentation très dur, en fait. Et parce que c'est aussi un univers que vous ne connaissiez pas au départ. Oui, moi aussi je deviens étrangère dans ma propre langue à travers ce travail. Au long de ce travail. D'accord. Justement, voilà, pour parler de ce vocabulaire très précis que vous employez, avec on a l'impression qu'il y a une recherche permanente, absolue, de trouver une adéquation exacte entre le mot et la chose que vous voulez désigner. Voire même parfois vous pouvez faire ressurgir des mots qui ont quasiment disparu de la langue. Oui, c'est nom de couleur, par exemple. Ouais. Et alors, je voudrais juste, à ce sujet, lire un passage que je trouve assez évocateur, qui était un court passage, qui est un moment où on parle de l'apprentissage de Jonas et de Paula au sein de l'école d'art appliqué de Bruxelles. Donc c'est page 83. Juste pour que vous rendiez compte de cette richesse des mots. Ils ont appris à glacer, à chiqueter, à blaireauter, à pocher, à éclaircir, à créer un petit moiré au putois ou un œillet sur glacis avec le manche du pinceau, à dessiner des veines courtes, à moucheter, à manier le couteau à palette, le deux-mèches à marbrer et le pinceau à pitchpin, le grand et le petit spalter, le trémar, la queue de morue, le drap de billard et la toile à chiffonner. Ils ont appris à reconnaître la terre de Cassel et la craie comté noire, le brun Van Dyck, les jaunes de cadmium clair ou orange. Ils ont peint ces mêmes angles de plafond Renaissance avec putti potelé, ces mêmes drapés de soie framboise écrasés, plongeant depuis les corniches de baldaquin Régence, ces mêmes colonnes de Carrare, ces mêmes frises de mosaïque romaine, ces mêmes Néfertiti de granit, et cet apprentissage les a modifiés ensemble, a bougé leur langage, marqué leur corps, nourri leur imaginaire, remué leur mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Malice, de ce rapport que vous entretenez avec les mots et la langue ?
Je pourrais reprendre ce que Laurentiu a dit sur cette idée d'être étrangère dans sa propre langue. C'est vrai que en fait, c'est dit parfois comme une boutade. En tout cas, à ce moment à Arles où on a travaillé sur ce livre il y avait 7 ou 8 traducteurs qui travaillaient ensemble sur le même texte. C'était un moment incroyable. J'ai pu dire que moi aussi j'étais traductrice, mais d'une certaine manière, moi aussi au sens où je suis sur 2 plateaux de langue, c'est-à-dire que j'écris pas du tout comme je parle. Dès que je parle, je suis dans c'est un autre plateau de langage et c'est un endroit où je me rends vraiment étrangère et ce que j'ai dit auparavant y contribue énormément, cette idée d'aller quérir, même d'aller me poster sur des points d'étrangeté. Et après, il y a autre chose qui s'est radicalisé avec ce livre, qui était moins fort pour moi dans les précédents, qui est aussi la façon dont mon travail évolue et dont je vois qu'il affirme des choses ou il se déleste d'autres choses. C'est pas toujours pareil, et c'est vrai que ce rapport au détail, c'est devenu très très important pour moi. Et je pense que je mets là-dedans, alors sans... c'est pas ça reste un travail, j'allais dire, très au ras de la phrase, au ras de la page. Mais pour moi, il y a eu à un moment donné un enjeu quasiment de politique de la langue dans ce rapport au détail. C'est-à-dire que je pense que aller travailler le détail dans le langage, le détail de la phrase, ça me permettait d'agir à rebours et quasiment de résister. Alors, résister, c'est un mot que je déleste de sa mythologie, les résistants à ça, c'est de résister au sens musculaire, de résister à la standardisation des imaginaires, la standardisation du langage, l'uniformisation voilà, des livres. Et en fait, moi, j'ai trouvé dans cette voie-là un moyen vraiment de repousser ce qui est très assaillant. C'est quand même le fait qu'on vit dans un monde où finalement, ce qui est très paradoxal, c'est que cette espèce de capitalisme, dans sa version très libérale, très profusionnelle du choix, justement, on peut acheter un t-shirt de 12 000 couleurs, voilà, cette espèce d'achalandage des produits, et étrangement amarré à des convergences vers le même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus il y a de choix, plus c'est le même vers lequel on converge. C'est-à-dire que ça ne produit que du même, en fait, cette espèce. C'est-à-dire, on lit les mêmes. C'est certains objets, et dans le monde culturel, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, il y a des films, enfin, vous voyez, il y a des choses à voir qui sont quand même très diverses, ça déplie quand même une grande diversité, mais c'est souvent vers le même que ça converge, pour des tas de raisons. Voilà, il ne s'agit pas de déplier là, mais ce mouvement-là est souvent assez triste, et il marche, je trouve, avec voilà, l'idée que on peine à être à attraper ce qui serait le saillant, le presque même, le pas tout à fait pareil, le un peu différent, la nuance du monde, la nuance du réel. Et cette nuance-là, on la perd un peu, elle ne nous intéresse pas, et du coup on va dire pinceau. Alors on peut dire pinceau, mais on peut aussi considérer que dans la littérature ou dans un travail voilà, d'écriture, on peut considérer que c'est peut-être le lieu où l'on peut dire pinceau, mais où on peut aussi dire Spalter, de Maître-Trémard, Petit Gris, etc. On peut aussi dire, parce que dans cette espèce à un moment donné, tout s'ouvre, et on voit que pinceau, ça décline sous 60, 100 objets, qui chacun un poil d'animal différent, et le petit gris, et la morue, et ça, pour moi, c'est
le foisonnement merveilleux de la langue. Et je trouve que c'est... moi, je suis dans une position à la fois émerveillée, et je pense aussi que d'un point de vue d'éthique littéraire, c'est un peu... faire vivre, activer tout ça, c'est un peu ce qui, moi, en tout cas, me touche, quoi. Voilà. Et alors, sur le côté traduction, du coup, vous en avez parlé de cette difficulté d'être dans de pouvoir traduire une telle richesse de vocabulaire. Et quel autre type de difficulté, de défi, comme vous dites souvent, vous a posé l'écriture de Maëlys? Quel type d'invention vous avez été amené à faire? Quels problèmes syntaxiques se sont posés? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Bien sûr. Donc, on commence avec le vocabulaire, bien sûr, qui est très riche. Donc, je suis assez contrainte. C'est un vocabulaire qui me contraint beaucoup, mais je suis paradoxal aussi très libre à cause de richesse. Parce que lorsque je cherche, je sais ce que je cherche. Donc, pour refaire cette richesse, je ressens une grande liberté. C'est un peu paradoxal. Mais il y a d'autres défis en ce qui concerne la syntaxe, la morphologie, l'ordre des mots en roman, parce que, par exemple, en roman, il arrive que je dois changer l'ordre à l'intérieur de la phrase, l'ordre des mots. Et ça, c'est plus dur avec l'écriture de Maëlys, parce que Maëlys, elle pratique une phrase interminable, vraiment. Et j'utilise ce mot parce que pour refaire cette interminabilité en roman, il m'arrive de changer un peu le début avec la fin. Parce qu'en roman, parfois, on met l'accent d'une manière différente. Un autre problème concerne les adjectifs, parce qu'en roman, on utilise les adjectifs seulement après le nom. Lorsqu'en français, Maëlys utilise un adjectif qui est posé avant le nom, je dois trouver un synonyme pour avoir le même sens, pour souligner le même sens. Et parfois, ça prend beaucoup de temps de trouver l'adjectif, le bon adjectif. Voilà les très grands défis. Mais je tombe sur des questions très particulières. Donc, c'est un travail très, très délicat et très en détail. Et j'ai des grands défis et des petits défis très particuliers. Voilà. Et parmi les grands défis, on avait évoqué, quand on s'était rencontrés auparavant, cette question aussi des strates de langage qu'il faut... Oui, le rythme, voilà, un grand défi. Et puis vous parliez aussi de l'accès, cet accès que vous aviez au mécanisme du texte, c'est le mot que vous avez employé, au mécanisme du texte, c'est-à-dire à sa structure un peu générale. On parlait tout à l'heure de trajectoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça? En fait, il y a beaucoup de couches de traduction et j'aime beaucoup la couverture. Pour moi, cette couverture, pour moi, il s'agit des couches de la traduction, des strates de la traduction. Pour moi, c'est un travail stratifié parce que je dois transposer le côté purement lexical, morphologique, syntaxique et puis le rythme. Et pour arriver à transposer le rythme, ça c'est peut-être la plus grande difficulté, d'arriver de faire que les mots coulent dans la tête du lecteur d'une manière semblable à l'original. Parce que moi en tant que traducteur, moi je suis le plus proche du mécanisme du texte. Et ça se voit seulement si j'arrive à transposer le rythme pour le lecteur. Donc moi, je
lorsque je suis en train de traduire, moi j'ai accès au mécanisme du texte et pour que le lecteur roman, pour qu'il ait donc la seule possibilité pour le lecteur d'avoir accès au même mécanisme du texte, c'est d'avoir un traducteur qui soit capable de transposer le rythme. C'est ça le plus grand défi, le rythme. Et c'est le rythme de cette phrase, de cette écriture. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez au début, cette analogie en fait, en quelque sorte, que vous voyez entre les peintres copistes et le traducteur. Il y a plusieurs choses dont on a parlé. C'est d'abord cette même nécessité d'apprendre à connaître son sujet avant de commencer ou à le reproduire en peinture ou à le traduire. Il y a aussi cette même recherche de la justesse dans la traduction, comme il peut y avoir aussi cette recherche-là dans la reproduction. Vous êtes aussi des passeurs, comme c'est très joliment écrit dans le livre. Vous parlez des marcheurs de crête qui avancent sur la ligne entre deux mondes. Je trouve que ça correspond très bien aussi, ça décrit très bien ce qu'est le traducteur. Et il y a aussi cette nécessaire implication du sujet, de votre subjectivité en tant que traducteur, qu'on trouve aussi chez Paola notamment, on la voit se transformer au fur et à mesure du livre. Elle évolue dans son corps, elle acquiert une certaine maturité. Est-ce que pour vous aussi, Laurențiu, la traduction est cette forme d'apprentissage qui modifie un petit peu à chaque fois ce que vous êtes? Et est-ce qu'elle influe aussi sur vos propres travaux d'écriture, puisque vous êtes écrivain par ailleurs? Oui, en fait, c'est devenu très personnel, très intime, le travail de la traduction. Et j'aime utiliser plutôt le mot récréation. Pour moi, le travail de la traduction, c'est un travail d'écriture. Et je regarde ça comme un travail d'écriture. Et j'apprends à écrire, en fait, parce que je vois les grandes lignes du texte, la structuration et tout ça, le rythme, et j'apprends. Je suis une apprentice. Voilà. Et je veux vous lire un petit... je vais paraphraser un peu une idée qui se trouve dans le livre. Et je vais vous lire, c'est juste une phrase. Je vais lire l'original et puis faire une paraphrase pour mieux comprendre l'idée. Donc, c'est Paula qui pense. L'idée que le trompe-l'œil est bien autre chose qu'un exercice technique, bien autre chose qu'une simple expérience optique. C'est une aventure sensible qui vient agiter la pensée, interroger la nature de l'illusion et peut-être même l'essence de la peinture. Et maintenant, je vais faire la paraphrase et je vais dire que pour moi, il y a l'idée que la traduction est bien autre chose qu'un exercice textuel, bien autre chose qu'une simple expérience linguistique. C'est une aventure sensible qui vient agiter la pensée, donc ça reste le même. Mais c'est aussi une aventure qui vient interroger le mécanisme de l'écriture et peut-être même l'essence de la littérature. Voilà. Merci. Alors, un peu en écho à cette analogie, de votre côté, Maëlys, est-ce que dans ce parcours initiatique de Paula, il n'y a pas aussi un petit peu en arrière-plan ce qui a été votre parcours, vous, en tant que romancière? Est-ce qu'on ne peut pas avoir en arrière-plan du roman aussi une sorte d'art poétique, j'ai envie de dire Oui, voilà. Alors c'est pas un livre que j'ai écrit
pour glisser en sous-main mon art poétique. Mais il se trouve, enfin, qu'est-ce qui pourrait être mon art poétique? Mais il se trouve que, en fait, moi, je voulais écrire sur la préhistoire et je savais pas trop comment attraper ce temps. Et à cette époque-là, il y avait cette espèce de rivalité, de espèce de battle de facsimilés. Donc il y avait Chauvet et Lascaux, et moi j'ai été voir les deux sur les chantiers. C'est vrai que j'ai rencontré ces jeunes qui peignaient, et qu'après le livre a pris une direction assez inattendue, parce que je ne pensais pas que ça développait autant ce moment-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est devenu le livre de Paula. C'est-à-dire à partir du moment où je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on apprend à faire ça? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Surtout le rapport au temps, la question du contemporain, c'est-à-dire de se confronter à... quand on est une fille de, je sais pas, 25 ans en 2015, comment ça se passe quand on peint, quand on a à repeindre, à recréer une peinture voilà, du paléolithique. Et du coup, moi j'étais... à partir de ce moment-là, le livre a quand même pas mal changé, et très vite, j'ai eu envie que cette peau-là, elle ressaisisse, elle prenne en charge ce que c'était que mon rapport à la littérature et à la fiction, et surtout à une certaine forme de pratique, parce que là, il y a quand même des moments dans le livre où on la voit chercher des pistes pour peindre notamment l'écaille de tortue. Je raconte tout ce qu'elle va faire pour au final interpréter l'écaille. Et comment ces documents qu'elle va capter font revenir des souvenirs, etc. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Et en fait, Paula, elle a quasiment... Elle met en scène et elle ressaisit finalement ce qui est peut-être ma démarche quand j'écris. C'est pour ça que c'est un livre qui est au final très proche et peut-être un possible art poétique pour moi, en tout cas que je reconnais comme tel. Vous voyez, je n'ai pas pensé à tout, parce que de fait c'était pas non plus un texte d'art poétique ou un essai, mais ce que fait cette jeune femme sous son rapport à l'ignorance, en l'occurrence, m'intéresse tout autant que son rapport à la connaissance. Mais c'est vrai que ce qui s'est dégagé, c'est quand même aussi que la capacité qu'a le roman à produire un savoir. Par exemple, ça, c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps, le lien entre la fiction et la connaissance. Et donc, en fait, j'ai assez vite, au moment de Bruxelles, déjà je me souviens, assez vite, j'ai eu cette intuition, je me suis dit, mais en fait, cette fille qui apprend à finalement peindre les matières qui composent le monde, dans son enjeu, donc pour moi c'était très fort de l'enjeu descriptif par exemple d'une phrase, la question que pour évidemment les peindre il faut les connaître, peut-être les avoir vus, donc c'est vrai qu'il y avait cette sorte de carrière de pierre, mais aussi le rapport au livre aussi, le rapport au livre dans l'écriture, le fait que par exemple moi quand j'écris, je lis, il y a plein de il y a des auteurs qui ne pourraient pas écrire en lisant, enfin, ou plutôt c'est des moments où ils sont très étanches pour ressaisir leur propre voix, etc. Moi, je lis peut-être moins de fiction, mais il y a beaucoup de livres avec moi. Et voilà, toutes ces choses-là, j'ai senti qu'elle allait les porter, elle allait les incarner, en fait. Ce personnage de fiction me permettait d'éclairer mon propre rapport à l'écriture et à la fiction notamment, parce qu'il est beaucoup question de la manière dont cette phrase un peu assez dingue, que le monde a besoin d'être fictionné pour être pensé. Et en fait, elle a un rapport au monde qui va passer par
cette manière cet apprentissage à repeindre les bois, les marbres, les écailles de tortue, les grottes préhistoriques, les studios de cinéma, etc. C'est-à-dire que effectivement, le monde pour elle a besoin d'être peint, en fait, pour qu'elle puisse le penser, pour qu'elle puisse y prendre place. Et elle a à en donner une forme qui soit la sienne et qui relève évidemment de l'interprétation. Parce que même dans cette école où sont formés les meilleurs peintres en décor du monde, même si on passe par tout ce travail, qui est d'ailleurs un travail très, très, très dur physiquement, très dur aussi sur le plan des gestes, de la résistance physique, de l'apprentissage, et aussi de toutes les connaissances qu'il faut connaître, donc la géologie, etc., les questions d'histoire de l'art, comment une forme, à un moment donné, se stabilise dans un décor, finalement, au final, une fois qu'on est passé par tout ça, qu'on a appris tout ce vocabulaire, qu'on est passé par cet atelier où justement l'aspect initiatique, il est aussi très lié à la façon dont on est très vite défoncé, parce que ça sent la térébenthine, ça sent les vernis et tout ça, et que du coup ça fait un peu huile de sudation, au sens où quand on en sort, on est... en fait, après tout ça, il faut interpréter. En fait, ça reste un sujet qui va le faire. Et que cette femme qui dirige cette école, elle peut réattribuer à chacun, parce qu'elle les connaît, le même travail qui serait, par exemple, la copie d'un marbre. Elle peut dire, ça, c'est toi qui l'as fait, alors qu'on a la même image, mais elle voit bien qu'il est question d'interprétation, qu'il y a une subjectivité à l'œuvre. Et tout ça était assez impressionnant et assez fascinant pour moi aussi. J'étais quand même très... pour moi, c'était très riche aussi. Pour ça que ce livre est assez particulier. Et alors, il y a aussi cette question qui est un peu récurrente dans le livre, qui est est-ce qu'on est véritablement un artiste quand on est en quelque sorte un faussaire de la réalité? Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre de cette interrogation, du rapport entre l'art, l'imitation Je pense qu'on est tous faussaires, les auteurs, les traducteurs, les auteurs, en quelque sorte. Il s'agit des faussaires, mais des faussaires qui, en recréant, arrivent à créer quelque chose de durable, en fait. Mais je voudrais aussi revenir un peu à une idée de Maëlys en ce qui concerne ce côté presque physique du travail. Moi aussi, j'ai parfois l'impression que ça devient très physique pour moi, le travail de la traduction. Parfois, j'ai l'impression que je travaille à l'instar de Paula. Parfois, j'ai l'impression que je suis en train d'épaneler, de polir le texte. Épaneler, c'est un terme spécifique, spécialisé. On épanelle le marbre, et puis on polit le marbre. Bon, Paula, elle peint le marbre. Donc, elle refait tout ça. Elle nous donne une image, mais l'idée du livre, la grande idée du livre, c'est qu'à travers l'écriture, il y a ce côté d'un monde à portée de main. Donc, c'est le rapport avec l'image et c'est aussi le rapport avec le texte qui reste toujours à portée de main. C'est un monde à portée de main, mais c'est toutefois un monde très riche et très, très vrai, en fait. Voilà. Et avec cette présence du corps, toujours, qui est importante. On peut parler de sensations physiques qui existent aussi dans l'écriture. Cette fatigue même qu'on va chercher. Oui. Oui, la bonne journée, c'est la journée où on est bien crevé à la fin. Ça, c'est une journée où
il s'est passé quelque chose. Un peu. Ouais. Et en quoi c'est important pour vous de traduire un texte contemporain et de pouvoir d'en discuter aussi avec l'auteur comme on le fait aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude d'entrer en contact avec les auteurs que vous traduisez? Non. Et est-ce que ça peut éventuellement aussi, est-ce que ça pourrait être un frein? Bah oui. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur, en fait. Mais c'est cette idée que je deviens étranger dans ma propre langue qui est très importante pour moi. Parce que le texte nous donne l'impression d'avoir été écrit avec le dictionnaire toujours en face. Et je suis aussi en tant que traducteur avec le dictionnaire, avec beaucoup de dictionnaires autour de moi. Et je pense que pour le lecteur, c'est aussi une grande chance d'arriver à réapprendre certains mots, d'arriver à un peu enrichir leur vocabulaire, qui est très contemporain, mais aussi il y a aussi beaucoup de mots anciens. Donc c'est un vocabulaire spécialisé aussi dans un domaine, mais aussi dans le temps. Donc on arrive à nous enrichir ce vocabulaire en tant que lecteur, français et roumain, si j'arrive à faire une bonne traduction, bien sûr. Et vous, Malice, quel rapport vous avez avec la traduction? Est-ce qu'il peut y avoir un aspect un peu, je sais pas, angoissant aussi, le fait de savoir que quelqu'un va s'emparer de votre texte, la manière dont il va être transcrit dans une autre langue? Un peu comme il pourrait y avoir aussi une inquiétude dans une interprétation, une adaptation cinématographique, puisque il y a 2 volumes déjà. Oui, il y a quelque chose d'une adaptation dans la traduction aussi. On en a pas mal parlé, ça. Moi, de fait, je parle bien aucune langue étrangère. On laisse le français de côté. Et je parle mal, pas mal, j'en parle mal, pas mal. Mais je n'ai pas de compétences. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais prendre un livre et avoir un rapport de vérification, etc. Donc, alors je peux sentir des choses. Rêve Vivant a eu 2 traductions en anglais. Enfin, une en anglais et une en anglais pour les États-Unis. Et par exemple, je voyais quand même très bien la différence, parce que pour le coup, bon, il y a un rythme, etc., que je peux capter, et puis c'est l'anglais. Mais je disais à Laurentiu que j'avais reçu, par exemple, Rêve Vivant en chinois, où il y a des langues rares, et là, je vois même pas... je distingue pas mon nom du titre. Enfin, vous voyez, c'est un objet qui est complètement étranger pour le coup. C'est comme impression, j'imagine. Ouais. Alors après, c'est un grand lâcher prise, c'est-à-dire que. Mais moi, j'ai pas un rapport de propriétaire avec mon travail. Vraiment, je trouve que c'est une joie que ça puisse être pris, voire même. Adapté, enfin, j'ai pas ce... C'est lié à mon incompétence, mais c'est aussi une forme de tempérament. C'est-à-dire que je salue davantage une personne qui est prête à passer du temps à travailler sur ce que moi j'ai pu travailler avant. Vous voyez, pour moi, il y a une question d'inspiration. Ça, j'ai même une gratitude, et de fait, quand j'entends parler Laurentiu, je suis quand même assez émue, parce que je trouve ça revient vers l'idée de la très grande chance que j'ai d'être lue comme ça, que l'attention qui est portée à ce texte par lui, et je trouve que c'est ça qui est très fort. Et il ne me viendrait pas du tout à l'idée de dire « Ah bon, mais alors la page 12, tu as traduit ça comme ça, t'es sûr ?» j'aurais pas, même si j'étais roumaine, j'aurais pas forcément ce rapport-là. J'ai pu m'étonner parfois de me dire, mais par exemple, dans Naissance, moi j'ai commencé à être traduite avec Naissance d'un pont.
Donc là, il y a Cornish Kennedy qui a été un peu traduit, parce que les Italiens ils sont repartis un peu en arrière. Mais avant Naissance d'un pont, j'étais pas traduite. Et en fait, il y a eu Naissance d'un pont et un monde à portée de main, il y a près une quinzaine de traductions. Et puis au milieu, Réparer les vivants, qui a eu un accueil différent. Il y en a presque 40, enfin c'est important. Et en fait, donc il y a eu un moment, voilà, ça vous quitte. Enfin, il ne faut pas du tout chercher, à mon avis, à contrôler, etc. Et je trouvais que, en tout cas, pour moi, il y a eu quand même un moment oui, très, très, très joyeux. Mais j'étais un peu inquiète parce que ce qui me touche, enfin ce qui me compte pas mal pour moi, donc j'ai quand même des trucs, parce que tout va bien. Mais non, je vois bien que la ponctuation silencieuse dans un livre est quelque chose qui est assez difficile, je trouve, à caler pour toujours. C'est-à-dire, je parle de retour de ligne, saut de ligne, belle page. Alors, belle page, ça va, mais après, vous voyez, si on saute une ligne de blanc, on peut passer à autre chose. C'est pas pareil que si on va à la ligne dans un même paragraphe, etc. Bon, tout ça, ça peut sembler complètement une obsession, un peu de pinaille. Pour moi, c'est toute la forme que va prendre le texte, et ça, c'est très très important. Et je me souviens d'une traduction, je me souviens pour Naissance d'un pont, je prends le livre, c'est génial, et je vois que tout était à la suite, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas le chapitrage. Vous voyez, alors, quand même, alors il y avait quand même, parce que c'est des parties avec des titres, donc les parties, elles étaient respectées, mais derrière, les belles pages n'étaient même pas, ce qu'on appelle une belle page, c'est quand le texte commence en page de droite, et c'était à la suite, avec parfois 3 petites étoiles, parfois pas. Et là, j'étais... ouais, quoi ça... Et alors que bon, c'est pas... Voilà, non, mais eux, ils font comme ça, etc. C'est-à-dire que, évidemment, que tout le monde a sa pratique, et que les éditeurs aussi, ils traduisent d'une certaine manière. Ils ont des collections où il y a des petites étoiles et pas des blancs, etc. Et bon, c'est ça aussi, être traduit, ça peut changer. Mais je me souviens que j'avais été assez désarçonnée. Pas tant oh là là, mais c'est plus mon texte, mais c'est que la construction du livre était plus lisible. Et je disais, ça va, personne va s'y retrouver. Parce que en fait, la belle page, on marque un temps. Il y a l'idée d'un temps. C'est en ce sens-là qu'on est vraiment dans un travail de ponctuation qui est aussi important que poser une virgule dans un texte. Et sur le plan de l'adaptation cinématographique, c'est une expérience que vous avez... que j'ai aimé pour les mêmes raisons, c'est-à-dire tout d'un coup, quand même, il y a quelqu'un qui se dit, moi je vais passer 3 ans de ma vie à faire un film de ce livre, et je trouve que c'est quand même, on a quand même une forme de gratitude pour ça, ça reste quand même assez exceptionnel. Moi je suis pas du tout... j'y trouve beaucoup de plaisir, de joie, etc. Après, j'ai bien fait un travail quand même de dissociation, c'est-à-dire que pour moi, la traduction de roman, c'est quand même le texte traduit, c'est le texte de Laurențiu qui est publié. Ça, il faut quand même dire ça. Le film, c'est le film de la réalisatrice. C'est-à-dire que c'est aussi, il y a de l'autre, il y a un autre qui a pris ça en charge. Et c'est vrai que j'ai eu pareil des moments plus désarçonnés, plus hésitants, plutôt au moment où les choses se sont nouées, notamment pour les films, parce que on est hésitant entre soi-même, on peut avoir presque un film, ça te fait un film de son propre livre, et du coup, voilà, évidemment que c'est parfois très désajusté, et il faut vraiment se dire que voilà, il y a de l'autre, et par ailleurs, je trouve ça toujours pas recevable, cet grand argument de la trahison, parce que pour tout, que ce soit pour les traducteurs, etc., parce que tout ça est contractualisé. C'est-à-dire, là, c'est le truc très concret, mais moi, j'aime bien... Il y a ce qu'on appelle une cession de droit. Donc, en fait,
il peut y avoir plein d'accords, etc. Mais de fait, je ne vois pas comment on peut autoriser vendre les droits d'exploitation au cinéma d'un texte et vouloir contrôler ce texte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, personne n'est jamais obligé à être traduit, à être adapté. Personne, franchement. Mais il y a quelque chose en tout cas de financier qui, pour le cinéma, qui peut être important. Pour les traductions, ça l'est beaucoup moins. Mais parfois, c'est... Et alors, parfois, on voudrait vendre, prendre l'argent de cette session et prétendre contrôler tout le travail de l'autre artiste qui, lui, s'est rendu propriétaire d'un... Donc, tout ça est assez compliqué. Et je pense qu'il faut parfois essayer de se dire, voilà, c'est aussi autre chose. Ça n'empêche pas les bonnes surprises et ça n'empêche pas les déceptions non plus. Mais c'est quand même à chaque fois un risque que l'auteur prend et que personne ne l'oblige à prendre. Il en est responsable. Moi, là-dessus, je suis pas très émue par les auteurs qui ont été... qui ont vendu des sommes et qui c'est horrible, je suis trahie. Non, ça me touche pas beaucoup. Non, mais bon, après, je peux comprendre le truc, mais bon, je compatis, mais je suis pas voilà, j'ai pas ça. Et voilà. Puis sur le cinéma, il y a ce truc très important que quand un film est décidé. Moi, ce qui me pose un problème, c'est pas tellement que ce soit que ça devienne un scénario, un film, etc. C'est vraiment la question du casting, qui pour moi est le grand point de rupture, le grand point de bascule entre l'œuvre littéraire et l'œuvre cinématographique. C'est-à-dire que le cinéma impose énormément et je trouve que la littérature, contrairement à la peinture ou au cinéma, n'est pas un art du visage. C'est-à-dire, là je parle vraiment, c'est très personnel, mais moi je ne vois pas les visages. Ce que je vois dans les visages des personnages, c'est un détail, les yeux verrons, ou le strabisme, ou une silhouette, une corpulence, une vitesse. Mais même Madame Bovary, sur le folio, il y a le tableau de Greuze, je vois le... Mais quand je vois Isabelle Huppert, évidemment, elle ne correspond pas du tout. Voyez, et le cinéma arrive et impose des visages qui vont rester souvent. Et pour moi, ça, c'est très, très déstabilisant. Voilà, c'est parce que précisément, la littérature n'impose rien, en fait, n'impose rien. Même je pense à Proust, on peut pas dire que Odette, on peut dire chacun se fait un visage d'Odette. Moi, j'ai pas vraiment le visage d'Odette, mais j'ai plein de choses d'Odette, mais ça fait... Voilà. Et en fait, alors que Ornella Muti, c'est un visage. Et ça c'est très fort. Et c'est parce que pour moi, la littérature est pas un art du visage. Et alors que le cinéma, c'est même un art de gros plan sur le visage. Et du coup... Et alors ça c'est très très bizarre. Et ça c'est quand même c'est vraiment le seul truc qui m'inquiète, mais c'est important. Ça pourrait être la même chose aussi dans les décors, enfin les paysages. Alors c'est marrant. Après moi j'ai quand même j'avais pris mes responsabilités de fait pour réparer les vivants. J'avais mis comme condition que le film soit tourné au Havre. C'était une façon de me responsabiliser dans la transaction, de dire d'accord, mais alors j'avais posé ça comme condition, que ce soit tourné au Havre. Et évidemment que Corniche Kennedy, ça pouvait être tourné qu'à Marseille. Mais je me souviens d'un texte qui s'appelle Ni fleur ni couronne que j'ai écrit et qui a été publié. Et c'était drôle parce que c'est un texte très irlandais qui se passe en Irlande, c'est Cork, le Lusitania qui fait naufrage, c'est un jeune Irlandais qui veut partir, et tout ça, c'était vraiment la nouvelle irlandaise, enfin c'est une novella, quoi. Et Why Not, et donc c'est une maison de production, prend le texte, une jeune femme qui s'appelle Charlotte Herlihy, qui est une super réalisatrice, le tourne, mais en fait... Elle revient un jour, elle me dit, mais tu sais, c'est la Corse qui a donné de l'argent, on va tourner ça en Corse. Donc, c'est plus
du whisky ou de la bière, c'est, je sais pas, de l'ouzo. Les gens s'appellent plus... Le héros s'appelait Finbar Perry et il s'appelle un nom un peu italien. Et moi, alors et après ça, je me suis dit non, ça c'est important. Donc, si jamais il y a des histoires d'adaptation après, Au moins le lieu. le lieu c'est important. D'accord. Mais ça, on peut le décider avant et c'est une façon d'être aussi responsable de ce que l'on écrit et d'y attacher une attention, je trouve. Avant de lire un petit passage du texte, j'aurais juste une dernière question sur la réception du texte en Roumanie. Comment est-ce que vous appréhendez cette question ? Est-ce que vous pensez que les lecteurs roumains, qui sont par ailleurs, je crois, assez férus de littérature française, parce qu'il y a beaucoup de francophones en Roumanie, comment est-ce que vous pensez qu'ils vont recevoir ce texte ? Est-ce qu'il y a sur un plan stylistique, par rapport à cette ampleur des phrases dont on a parlé, est-ce qu'il y a des équivalents un peu dans la littérature roumaine ou pas du tout ? Est-ce qu'ils vont être très déroutés, vous pensez ? Donc ça va être une surprise, en fait, pour eux. Mais il y a beaucoup de personnes qui lisent, même en français, et qui lisent en traduction des romans français. Il y a beaucoup de collections des éditeurs qui publient des traductions du français. Et en fait, j'ai inauguré la traduction de Maëlys de Kerangal en Roumanie. J'ai commencé avec Réparer les vivants. Le roman vient d'être publié. En fait, c'était prévu pour l'année prochaine, mais on a accéléré un peu la publication. Et j'attends de voir les premières réactions parce qu'on a eu à Bucarest une grande foire du livre en novembre ce mois. Et j'attends les premières réactions. Mais par contre, il y a en Roumanie une assez curieux et grand intérêt pour la transplantation cardiaque, en fait, parce qu'il y a une école de transplantation cardiaque dans la Transylvanie, dans le centre. Donc c'est une spécialisation médicale assez importante, répandue. Oui. Et il y a un grand intérêt. J'ai remarqué ça. Et je pense que le roman va être très bien récepté, très bien vu à cause de cela aussi. Pour un monde à portée de main, je suis très curieux parce que c'est un sujet assez étrange et un peu étranger aussi pour le lecteur. Mais je pense que même s'il s'agit d'une écriture assez différente de ce qu'on écrit en Roumanie, en ce qui concerne la littérature contemporaine, il y a beaucoup de différences. C'est un style très, très particulier qui ne se pratique pas vraiment. Mais ça serait une bonne opportunité pour les écrivains aussi de voir une autre façon de pratiquer l'écriture avec ces phrases, avec ce style envoûtante. Moi, j'adore le style de Maëlys et j'attends de voir les premières réactions des lecteurs roumains. Voilà. Est-ce que vous êtes, en tant que traducteur, on vous sollicite pour venir parler du livre en public, comme ça, dans votre pays ? Oui, j'ai participé avec des événements comme ça. Mais ça serait aussi une bonne idée, je pense, d'inviter Maëlys un jour en Roumanie et de faire une rencontre croisée aussi en Roumanie. Et j'espère, je vais proposer ça pour l'éditeur de faire ça en Roumanie. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez bien, mais on va entendre un peu un passage en roumain, et peut-être le lire d'abord en roumain et ensuite Maëlys, si vous voulez bien le lire en français. Peut-être d'abord en français, mieux. D'abord en français, vous préférez ? Je pense. D'accord. Et vous pouvez nous suivre. Parler un peu de la rue du Métal maintenant. Revoir Paula qui se présente devant le numéro 30 bis,
ce jour de septembre 2007, et recule sur le trottoir pour lever les yeux vers la façade. C'est un moment important. Ce qui se tient là, dans cette rue de Bruxelles au bas du quartier Saint-Gilles, rue quelconque, rue insignifiante, rue reprisée comme un vieux bas de laine, est une maison de conte, cramoisie, vénérable, à la fois fantastique et repliée. Et déjà, pense Paula qui a mal au cervical à force de renverser la tête en arrière, déjà c'est une maison de peinture. Une maison dont la façade semble avoir été prélevée dans le tableau d'un maître flamand. Briques bourgeoises, pignons à gradins, riches ferrures aux fenêtres, portes monumentales, judas grillagés, et puis cette glycine qui ceint l'édifice telle une parure de hanche. Alors, exactement comme si elle entrait dans un conte, exactement comme si elle était elle-même un personnage de conte, Paula tire la chevillette, la cloche émet un tintement fêlé, la porte s'ouvre et la jeune fille pénètre dans l'institut de peinture, elle disparaît dans le décor. Paula a 20 ans, a un sac de sport Adidas Bordeaux sur l'épaule, un carton à dessin sous le bras et des lunettes de soleil derrière lesquelles elle dissimule son strabisme, si bien que le vestibule où elle s'avance à l'instant se montre encore plus obscur à travers ses vêtres fumés, obscur mais fabuleux, dru, insituable, odeur de temple et de chantier. L'air, chargé de poussière en suspension, prend par endroits l'épaisseur de la brume, la lourdeur de l'encens, et le moindre mouvement, le moindre souffle y crée des millions de tourbillons microscopiques. Elle distingue une porte sur la gauche, un escalier, l'entrée d'un couloir au fond à droite. Elle commence à attendre. Et maintenant, un roman. Să vorbim un pic despre juriul metal acum. Să o revedem pe Paula prezentându-se în fața numărului 30 bis în această zi de septembrie 2007 și trăgându-se înapoi pe trotuar pentru a-și ridica privirea înspre fațadă. E un moment important. Acolo, pe strada aceea din Bruxelles, aflată în partea de jos a comunei Saint-Gilles, o stradă oarecare, o stradă neînsemnată, o stradă peticită ca un ciorap vechi de lână, se înalță o casă din povești. Stacojie, venerabilă, în același timp enigmatică și retrasă. Și deja, se gândește Paula, pe care o doare ceafa de la cum și-a dat capul pe spate, deja e o casă de pictură, o casă a cărei fațadă pare să fi fost extrasă din tabloul unui maestru flamand. Burgheză, din cărămidă, cornișă în trepte, ornamente bogate din fier la ferestre, ușă monumentală, vizor cu grilaj, apoi glicina care împrejmuiește edificiul la idoma unei podoabe pentru șolduri. Atunci, întocmai ca și cum ar pătrunde într-o poveste, întocmai ca și cum ea însă și-ar fi un personaj de poveste, Paula trage zăvorul, clopoțelul scoate un clinchet înfundat, ușa se deschide și tânăra intră în institutul de pictură. Dispare în decor. Paula are 20 de ani, un rusac sport Adidas Bordeaux pe umăr, o mapă de desen la sub braț și niște ochelari de soare în spatele cărora își ascunde strabismul, astfel încât holul prin care înaintează în acest moment se dovedește și mai întunecos prin lentilele fumurii, întunecos, dar fabulos, îndesat, insesizabil, mirosuri de templu și de șantier. Aerul, încărcat de praf în suspensie, prinde pe alocuri consistența ceții, greutatea tămâii și cea mai mică mișcare, cea mai mică adiere dă naștere la milioane de vârtejuri microscopice. Distinge o ușă la stânga, o scară, începutul unui coridor la dreapta în capăt. Acum așteaptă. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à vous deux. Peut-être qu'on va laisser la parole au public si on a le temps, s'il y a quelques questions. Si on a le temps. Vous traduisez que français ou est-ce que vous traduisez d'autres langues? Non, que français. Oui. Et, pardon, pour vous, est-ce que c'est très rassurant d'avoir quelqu'un que vous avez rencontré, d'avoir rencontré le traducteur
Parce que ça implique aussi de la confiance. Puis c'est une chance, enfin, c'est un pays très francophile. Donc, Oui, c'est rassurant. Comme je l'ai dit, je ne suis pas inquiète. C'est plutôt que c'est du plus, en fait. Parce que ça nous donne aussi l'occasion de nous parler. Et on peut régler aussi là, tout à l'heure, ah, mais là, on peut aussi se régler des petites choses, quoi. Et c'est plus facile parfois en se parlant, en échangeant. Je pense que pour ça, c'est très bien. Pour moi, ça me fait plaisir aussi. Est-ce qu'on peut savoir la thématique de votre prochain ouvrage? Non, parce que c'est un peu fragile pour moi. Là. Non. Ouais. Non, c'est pas l'idée du truc secret, mais pour l'instant, j'arrive pas trop à... Je pourrais pas trop en parler. Ouais. Une question plutôt de traduction. On a bien dit que la traduction, on a bien compris que c'est beaucoup de sensibilité aussi. Vous avez dit que vous êtes entouré de dictionnaires. Est-ce qu'il vous arrive, je veux dire un gros mot, d'utiliser les algorithmes de l'ordinateur aussi ou vous l'interdisez? Non. Non. Hein? Jamais. Parce que c'est un travail très, très personnel et très intime. Donc, je voulais juste que vous le précisiez. Non, ça va. Et donc vous êtes en résidence sur Bordeaux, c'est ça? Oui. Ça vous plaît la vie J'adore la ville. J'adore. C'est ça. C'est magnifique. c'est presque aussi bien que la Réole. J'adore la région aussi. Voilà. Merci. Vous avez dit que vous aviez traduit Éric Emmanuel Schmitt, par exemple, avec des problématiques de textes très 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 éloignées de celles qu'on peut trouver chez Maëlys de Kerangal, et avec une écriture très, à mon sens, très 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 en deçà. Et tellement plus facile. Oui, voilà. Voilà. Alors par exemple, justement, en termes de facilité, est-ce que vous avez un temps qui vous est imparti pour réaliser une traduction, ou vous êtes contraint par le temps ou pas, ou est-ce que votre éditeur vous permet de prendre du temps à loisir? Par exemple, pour Un monde à portée de main, je dois remettre le texte en janvier. Mais si je n'arrive pas, c'est pas de problème, je peux obtenir une prolongation. Donc, pas de problème. Mais il y a toujours une date fixée dans le contrat. Et j'ai signé, donc voilà, ça se passe comme ça. Et justement, combien de temps est-ce que vous passez sur un livre de Maëlys de Kerangal? J'ai estimé de finir la traduction en 2 mois, mais je pense que ça sera plutôt 3 mois, parce que je n'arrive pas à faire vraiment les 5 pages par jour. J'ai estimé de faire 5 pages par jour. Je n'arrive pas tout le temps de faire 5 pages par jour, parce que il y a beaucoup de versions. Il y a une première jette, et puis je reviens. Alors ça donne quand même l'occasion de parler du métier de traducteur. C'est évidemment une rémunération particulière. C'est quand même souvent une rémunération qui est encore au feuillet. Donc évidemment la question du temps par rapport à la rémunération, elle joue énormément. Je ne dis pas qu'on travaille à la pièce, mais on peut pas, tous les traducteurs le disent, on peut pas non plus, ça peut pas durer trop longtemps, quoi, parce qu'il faut aussi gagner sa vie. Et c'est aussi, il y a en ce moment des discussions, et bon, il y a un intérêt très fort pour la traduction qui revient, qui se réintensifie avec des festivals, avec des collections. On parlait de traducteurs aussi qui écrivent des livres sur la traduction et on pensait à traduire ou perdre pied de Corinna Gabner, etc. Et en fait, c'est assez exaucé en ce moment, c'est-à-dire que tout le monde comprend aussi la force littéraire de ce geste et comment ça joue aussi dans
tout ce qui est entre les langues. Vous avez le dictionnaire de Barbara Cassin, etc. Enfin, c'est une question très très importante, la traduction, qui est de plus en plus regardée, dépliée, etc. Et je pense que, vous voyez, par exemple, aux États-Unis, le traducteur, son nom est sur la couverture avec l'auteur. C'est traduit par truc et c'est très important. Les traducteurs sont très forts et c'est vrai qu'en Europe, parfois il faut chercher le nom du traducteur dans un livre. C'est pas vraiment juste. Enfin, il y a des tas de questions comme ça, de rémunération, de statut. C'est pas. Alors évidemment, tout ce que Laurentiu a dit, c'est quand même un travail d'auteur en fait, que c'est un travail d'écriture, etc. Voilà. Bon, alors, parfois il y a des droits sur les traductions, ça je sais pas bien, mais pour le traducteur. Mais en tout cas, c'est pas un statut qui est encore aussi affermi que, par exemple, chez les anglo-saxons, où il me semble, en tout cas de loin, qu'ils sont très unis déjà, et ils ont un statut, en tout cas, qui est beaucoup plus visible, beaucoup plus fort. C'est important. Et d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, les nouvelles traductions, je pense par exemple à la traduction de 1984 qui a été faite par José Camoun, quand on lit les différences de texte qu'il y a entre les traductions précédentes et la dernière traduction, c'est absolument stupéfiant. Et c'est vrai que là, on se dit qu'il y a un besoin impératif que les traducteurs soient effectivement reconnus comme des créateurs et pas simplement comme des... oui, parce que le truc du passeur et tout, c'est sympa, mais c'est plus que ça en fait. Il y a un travail, c'est aussi... Et sur José Camoun, c'est vraiment intéressant. Moi, je dois dire que les 2 premiers Incipit de Réparer les vivants en anglais, c'est pas du tout les mêmes textes. Mais enfin, c'est le même, mais pas le même. Enfin, vous avez évidemment que c'est pas... mais par exemple, et dans le livre de Corinna Gabner, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, qui s'appelle Traduire ou perdre pied, elle commence par le début, je crois, des frères Karamazov de Dostoïevski, et elle dit toutes les traductions, et elle cite toujours ce premier paragraphe, et on voit très bien, et ça c'est génial d'ailleurs, qu'il y a 7-8 pavés qui ne diffusent pas la même sensation, etc. Donc en fait, oui, c'est quand même, sans compter que, bon là c'est souvent des grands traducteurs, etc. Mais parfois, il y a eu des éditions où la moitié du texte est enlevé, etc. C'est un problème aussi, le manque de statut et surtout peut-être de reconnaissance de ce travail. Mais dans la sphère littéraire aussi, en fait. Mais je pensais qu'il y a de plus en plus de traducteurs qui, étant écrivains aussi, prennent plus de relief. Maintenant, je pensais à Valérie Zenati avec Appelfeld, Daniel Valin avec Eric Deluca. Ils ont vraiment un statut reconnu comme... Oui, alors parce qu'elle a traduit Appelfeld, non, il y a l'idée vraiment des 2 ensemble, et que José Camoun, c'était la traductrice de Roth, etc. Donc, pour le coup, en France, en tout cas, l'œuvre de Philippe Roth, elle était là quand même. Vous voyez, c'est des gens qui sont apparus, et puis avec une parole très forte. À monsieur d'être... Ah oui, merci beaucoup. D'être associé après... Mais parce que c'est vrai que dans ces binômes-là, il y a quelque chose qui se crée, mais il faudrait aussi que ça puisse être j'allais dire comme si c'était désamarré de l'auteur source, en fait. Qu'il y ait quand même un regard sur je me souviens des traductions de Brice Mathieu-San, qui était celle de chez Bourgois. À un moment, il traduisait Harrison, et on voit bien que les textes sont tellement bien traduits. Enfin, c'est génial, ça. Et on sait à l'inverse qu'une très mauvaise traduction, ça peut tuer un texte, en fait. Donc il y a tout un truc quand même très important. C'est vrai que de temps en temps, on lit un texte, on se dit c'est quand même étrange. On sent que la traduction n'est pas bonne. Même si on ne parle pas la langue d'origine, on perçoit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, j'essaye toujours de m'approprier le texte source et de devenir en quelque sorte co-auteur. Ouais, c'est ça, super. De partager le texte. Pour rebondir sur cette question du statut et
la reconnaissance et de la rémunération des traducteurs. Si je peux me permettre, Laurencio, tu me permets de redire ce qu'on a dit à la fac sur les tarifs ou pas? Bien sûr. Par exemple, en France, le tarif de rémunération des traducteurs, qui traduisent donc du français vers une autre langue, bon, sinon ça dépend des traducteurs, le tarif est pour 1500 signes de 21 € et au prou. Il peut y avoir une revalorisation à 15%, mais c'est à peu près ça. Laurencio, par exemple, en Roumanie, c'est 2,23 €. Et nous avons reçu, il y a quelques années, une vietnamienne, c'était 80 centimes. Donc il y a aussi des écarts de rémunération. Alors bien sûr, c'est associé au coût de la vie du pays, bien sûr, mais il y a quand même des écarts de tarification qui sont aussi liés à la reconnaissance de la traduction qui finit par être un problème parce qu'on a tous grandi en lisant de la littérature étrangère. Sans quoi on ne serait pas ici aujourd'hui, je suppose. Et donc c'est absolument essentiel. Vous êtes traduit, vous avez dit dans 40 pays. Ça veut dire que ce que vous écrivez est lu par 40 nationalités à peu près. C'est très très important. C'est aussi la raison pour laquelle la Chance Alka accueille en résidence avec des bourses dotées des traducteurs qui vont aider à faire rayonner la littérature française hors de nos frontières et d'aider aussi à ces rémunérations, c'est de permettre peu ou prou un équilibre de rémunération pour aider un peu. C'est une parenthèse. C'est vrai qu'en France, le statut est réglementé avec le droit de la propriété intellectuelle et puis aussi le code des usages. C'est quand même encadré. C'est pas le cas de tous les pays. En Europe, c'est très très variable, mais c'est en cours. Oui, je suis très, très reconnaissant pour ça. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas vraiment forcé de me dépêcher tellement dans le travail. Parce que parfois, je dois me dépêcher pour que ce soit bien. Voilà. Un très très grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous.